taxaw sa kaw doon sa lapataake ba benn xalaat politicien bu bandu la saña attaqué man sama yéene mooy baa doole bi ma nekkal ko gémmiñam noppam ak bëtam saa su ne may faacee mbébétam dak mimétisme andi civisme heurte sa conscience ngir nga mën a demee ci bon sens man sama yéene mooy sama rap doon li jëlee ba peuple bi si yoonu ñàkk tàggat ko ba mu mën a dundee si li mu ñàkk wan ko nu muy jëfee ba benn marchand d'illusion du ko mën a bluffé. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour. Encore une fois, merci de suivre votre émission Objection. Objection reçoit ce dimanche le professeur Albert Bourgi. Il est professeur de sciences politiques à l'Université de Reims. C'est en France. Professeur, c'est encore avec beaucoup de plaisir que nous vous recevons à l'émission Objection. Merci d'être venu. Je partage ce plaisir avec vous. Sud FM, l'émission Objection, c'est un petit peu ma radio et mon émission, donc c'est bien volontiers, bien sûr, que je me retrouve bien dans cette séquence d'interview avec vous, Bayovar. Alors, professeur Albert Bourgi, il sera question dans cette interview de pratique politique, mais surtout de constitution. Vous avez modéré de cette thématique à la francophonie. De façon générale, quand vous percevez un peu le déroulement des pratiques politiques et des constitutions en Afrique, que retenir? Écoutez, déjà, je crois qu'il y a un plus grand respect des dispositions constitutionnelles, incontestablement. Ça a bougé. On n'est plus à l'époque des indépendances où les constitutions n'étaient que, ma foi, des bouts de papier, n'étaient que des chiffons de papier qu'on ne respectait pratiquement pas. Sachez par exemple qu'au Sénégal, le multipartisme dans la première constitution était prévu, mais il n'a pas été du tout mis en place. Le multipartisme, on a vécu sous le régime du parti unique. Il y a également le cas de la Côte d'Ivoire. Le cas aussi, je crois que c'est le Cameroun. Donc, surtout les deux pays, plus que le Sénégal, nous, on a en quelque sorte varié, mais en revanche, il y a des dispositions de la Constitution, la première Constitution, qui était la Constitution qui avait été faite par un prof de droit, Lavrov, je crois, et un maître de requête au Conseil d'État qui était rejoint à Baville, il me semble. Donc, c'était vraiment, elles étaient belles, bien superbes en tant que telles, mais en réalité, et c'était pas simplement au Sénégal, c'était ailleurs, elles n'étaient pas respectées. Elles n'étaient pas respectées, elles étaient là pour le décorum, et ma foi, on le savait à travers ne fût-ce que l'absence d'instances constitutionnelles ou d'institutions constitutionnelles, tout était regroupé au sein de ce qu'on appelait les cours suprêmes. Il y avait différentes chambres, dont entre autres, éventuellement, entre guillemets, une chambre qui faisait office de chambre constitutionnelle, éventuellement. Oui, on reviendra certainement sur le droit international en rapport avec justement les constitutions internes. Mais alors, professeur, le Sénégal est un cas. Beaucoup de débats autour justement des révisions constitutionnelles annoncées par le chef de l'État. Problématique, 7 ans, 5 ans, oui. Quelle réflexion cela vous inspire? La réflexion, c'est que je trouve qu'au Sénégal, on a vraiment des débats qui n'en finissent pas, et surtout une espèce d'instabilité, il faut le dire, institutionnelle en ce qui concerne notamment le président de la République, notamment le mandat, la durée du mandat, même parfois les conditions d'éligibilité, mais surtout la durée du mandat. Je sais pas, je prendrai surtout après, la fameuse alternance de 2000 qui s'est faite sur la base du mandat de 7 ans, bien évidemment. Abdoulaye Wade élu, est resté 7 ans, mais entre-temps, il avait fait adopter par référendum à une majorité écrasante, plus de 85%, je crois, une constitution donc qui prévoyait précisément les 2 mandats successifs de 5 ans pour le président de la République. Alors, bien sûr, ce n'est pas comme ça que cela s'est passé, puisque, bien évidemment, lorsqu'il s'est agi après 2007, eh bien, qu'est-ce qu'a fait Abdoulaye Wade? Avait tout simplement, c'était je crois en 2011, donc il avait fait adopter un texte qui prévoyait, qui prévoyait un mandat de 7 ans. Un mandat de 7 ans, et en principe, alors que
il était question justement à ce moment-là, après 2007, il était question, disons, d'appliquer la fameuse constitution de 2001 et en particulier les fameux mandats de 5 ans, deux mandats de 5 ans. Alors là, on est passé à autre chose, donc on est passé à 7 ans, bien sûr, de mandat présidentiel, mais surtout, cette modification constitutionnelle s'est faite par le biais du législateur. C'est-à-dire, il s'est agi, en l'espèce, bien évidemment, d'un changement parlementaire. On n'est pas passé par le référendum. Dans le prolongement du cas spécifique du Sénégal. Oui, le cas spécifique du Sénégal, et je citais justement ce cas spécifique à partir de l'élection d'Abdoulaye Wade, notamment la fameuse alternance de 2000. La fameuse alternance de 2000, Abdoulaye Wade, qu'est-ce qu'il a fait après cela? Écoutez, il a tout simplement, lui aussi, décidé d'appliquer pour l'élection à venir le mandat de 7 ans. Le mandat de 7 ans, comme ce fut le cas juste avant lorsqu'il était en concurrence avec Abdou Diouf. Il a donc appliqué ce fameux mandat de 7 ans, 2007. 2007, c'est là que, entre-temps, était intervenue l'adoption de la Constitution par référendum, à une majorité d'ailleurs écrasante, plus de 85%, je crois, de voix bien sûr favorables à cette modification constitutionnelle. Et puis subitement, il y a eu un changement de cap, puisque Abdoulaye Wade a voulu en 2011 réviser la Constitution. Il l'a fait par le biais du Parlement, révision constitutionnelle qui revient en réalité, qui en quelque sorte officialise de nouveau le mandat de 7 ans. Le mandat de 7 ans sous lequel, d'ailleurs, a été organisée l'élection de 2012. De 2012, vous savez ce qui s'est passé, c'est que Abdoulaye Wade, bien sûr, a rallongé le mandat, bien sûr, ou a maintenu le mandat de 7 ans, tout simplement parce qu'il avait l'intention, justement, d'instaurer une espèce de succession filiale, j'en sais rien, une vice-présidence qui serait confiée, disait-on à cette époque-là, au fils. Donc il y avait eu un micmac extraordinaire, et vous savez comment ça s'est passé en plus à la veille de 2012. À la veille de 2012, donc il y a eu là aussi comment dirais-je, des avis de juristes ou de constitutionnalistes venus d'ailleurs, histoire bien évidemment de conforter en quelque sorte cette ambiguïté, parce qu'il y avait de l'ambiguïté bien évidemment constitutionnelle sénégalaise. Bon, c'est là que l'élection de 2012 est intervenue, donc on le disait, l'élection de 2012, et c'est vrai que le président de la République, le nouveau président de la République a dit que lui, désormais, il l'a dit par la suite, il aurait à retenir le mandat de 5 ans, revenir donc au mandat de 5 ans tel que prévu par la Constitution de 2001. Donc voilà, on en est là, et puis aujourd'hui, bien sûr, se pose la question de savoir si ce mandat de 5 ans, il se l'applique là, en cours de mandat, ou est-ce qu'il reste toujours sous l'égide du mandat de 7 ans, bien sûr, sous lequel l'égide du mandat de 7 ans qui lui a été attribué, bien évidemment, lorsqu'il a été élu en 2012. Oui. Et justement, de cette problématique, il attend les deux avis. L'avis du président de l'Assemblée nationale, c'est déjà le cas, mais on attend l'avis du Conseil constitutionnel. Qu'est-ce qui risque de se passer selon vous? Écoutez, il y aura un double avis, c'est ce qui est prévu par la Constitution. L'article 51. L'article 51, bien évidemment. Article 51, avis du Conseil constitutionnel et l'avis du président de l'Assemblée nationale. En attendant de voir, mais je doute fort que ces avis, disons, mettent à mal le président de la République. C'est à voir, en attendant un peu, notamment, ce que diront l'institution, bien sûr constitutionnelle, et le président de l'Assemblée nationale. Mais, si vous voulez, c'est plausible qu'il puisse recommander en fait l'applicabilité en quelque sorte de ce mandat, l'applicabilité du mandat de 5 ans. Hein, c'est ça, l'applicabilité de ce mandat de 5 ans, cela signifierait bien sûr que, ma foi, l'élection puisse se dérouler en 2017. Les Sénégalais connaissent tout ça, on n'arrête pas de leur en parler. Seulement, moi, personnellement, j'avoue que je ne connais pas d'exemple. Je sais pas, peut-être que... Il n'y a pas de jurisprudence. Il n'y a pas de jurisprudence. Je ne connais pas d'exemple de démission d'un président 2 ans avant le terme de son mandat pour respecter, bien sûr, un engagement qui était un engagement politique,
dire les choses comme elles sont, un engagement politique. Alors là, on se retrouve devant la confrontation entre l'éthique politique, la politique et le droit constitutionnel. Qu'est-ce qui va finalement prévaloir? J'en sais rien, mais disons que dans l'absolu, et franchement, sans prendre parti, il y a suffisamment de bons constitutionnalistes au Sénégal, je sais que tout le monde en parle. Je ne suis pas sûr d'ailleurs que les Sénégalais soient véritablement tous intéressés. Ils sont peut-être intéressés par l'éthique politique, le wahwahet, comme on dit, qui a été en quelque sorte, en tout cas, ce wahwahet auquel on a attribué quasiment la défaite politique à l'élection de 2012, défaite politique bien sûr d'Abdoulaye Wade, la défaite électorale d'Abdoulaye Wade. Alors, moi je ne connais pas d'exemple et je sais pas, ça me paraît quand même relativement compliqué, je sais pas en soi, même si les deux thèses se tiennent, mais il n'y a pas eu vraiment je ne connais pas personnellement de précédent d'un chef d'État en cours de mandat qui dit bon, je vais arrêter et puis je me présente à l'élection à venir, cette fois-ci qui sera une élection d'une durée, dans le mandat sera d'une durée de 5 ans. Donc le suffrage universel? Oui, toujours le suffrage universel. On ne peut pas toucher à l'élection du président de la République sans se référer au peuple. Il y a une espèce de sacralisation dans ce domaine, bien sûr, du suffrage universel, c'est le peuple seul qui peut décider. Un référendum? Un référendum, bien sûr, où, ma foi, il proposera, puisqu'on le sait, il y a déjà un projet de constitution, il y a des innovations institutionnelles incontestablement. Est-ce que pour autant, je suis convaincu que ce référendum sera largement favorable, en tout cas à l'adoption de cette constitution. Je ne sais pas si ça sera à peu près le même score lorsqu'il y a eu cette fameuse nouvelle constitution en 2001, mais je pense que ça devrait être adopté, et dès lors, ma foi, on entrera dans le régime des 5 ans. Ça signifie que, ma foi, le régime des 5 ans à venir, sera-t-il à venir ou sera-t-il applicable immédiatement? C'est toute la question. Moi, j'avoue que je n'ai pas de réponse. Oui, là est toute la question. Au-delà, justement, le fonctionnement, justement, de la pratique politique à travers la mise en place des constitutions, avec le recul. Ça, c'est la dernière question pour la première partie de cette émission. Justement, Macky Sall, par rapport à cette problématique de limitation du mandat, mais la limitation du mandat en Afrique, comment vous l'appréciez, vous, en tant que professeur de sciences politiques? Moi, je crois que la limitation du mandat à 5 ans est une bonne chose. Elle est même indispensable. Mais à côté de la durée du mandat, je crois qu'il y a d'autres dispositions qui doivent figurer dans les constitutions modernes. Il faut que, et c'est ce qui se passe un petit peu quand même en Afrique, savoir que les constitutions prévoient un certain nombre de règles nouvelles, par exemple en matière de liberté publique. Alors, regardez la constitution béninoise qui permet à quiconque, bien sûr, on est dans un pays où il n'y a pas un conseil constitutionnel, mais une cour constitutionnelle, qui permet à n'importe quel citoyen d'aller directement devant la cour constitutionnelle et de dire que telle ou telle mesure qui a été prise à son encontre est contraire à la charte africaine des droits de l'homme et des peuples. Alors, vous vous rendez compte, celle qui a été adoptée par l'OUA. Alors, bon, vous voyez, donc il y a en quelque sorte des nuances à apporter. Je crois que il y a eu des avancées dans le domaine constitutionnel. Il y a eu incontestablement des avancées. On n'est plus à l'époque des indépendances où c'était vraiment, pardonnez-moi, c'était la pagaille la plus absolue. C'était, je disais tout à l'heure, les constitutions n'étaient que des chiffons de papier, qui permettaient simplement de donner l'apparence, en tout cas, d'un État moderne et d'une constitution qui régit l'organisation de l'État. Donc, c'est une avancée, en tout cas, c'est un phénomène qui ne se produit plus aujourd'hui, c'est vrai, sous la pression, parfois, des partis politiques, sous la pression des forces politiques, et bien évidemment, en connivence aussi avec les aspirations des populations. Les populations connaissent de plus en plus leurs droits. Et ce qu'il faudrait, me semble-t-il, très rapidement au Sénégal, c'est qu'on ouvre véritablement davantage que ça l'est aujourd'hui, le Conseil constitutionnel, peut-être en le transformant en cour constitutionnelle, là aussi c'est prévu d'ailleurs, me semble-t-il, et qu'on puisse très vite et rapidement, bien sûr, par exemple,
comment dirais-je, intenter un recours contre une décision qui serait contraire à certaines lois sur les libertés, etc., etc. Alors, il est notre invité, il est professeur de sciences politiques à l'université de Reims. Le professeur Albert Bourgi s'arrête justement sur ce procès, celui de Laurent Gbagbo, qui s'est ouvert ce 28 janvier 2016. Et justement, il a été arrêté puis transféré à la CPI, à la Cour pénale internationale. Le procès de Laurent Gbagbo pour les juges de la CPI qui l'ont déclaré physiquement et mentalement apte à participer à ce procès. Laurent Gbagbo est accusé d'avoir fomenté une campagne de violence post-électorale. Quel enjeu, professeur Albert Bourgi, pour ce procès? L'enjeu de ce procès, c'est d'avoir finalement, de connaître finalement la vérité sur la nature même de la Cour pénale internationale. Est-ce que c'est un organe judiciaire? Est-ce que c'est un organe politique? Tout ce qu'on peut dire, c'est que l'histoire déjà récente de cette institution montre qu'il s'agit bel et bien d'une structure, d'une institution purement et simplement politique. Elle a les apparences d'un organe judiciaire, mais dans la réalité, l'organisation et le fonctionnement de cette Cour pénale internationale nous renvoie incontestablement à un organe politique. Et en particulier, c'est une institution politique qui a été, en quelque sorte, rattachée au système international. Rattachée au système international, dans lequel, bien sûr, au sein duquel, ce système international, les grandes puissances apparaissent comme régissant les choses, hein, on le sait. Et je donnerai simplement un exemple, c'est qu'il y a 3 modes de saisie de la Cour pénale internationale, et il y en a 2 au moins qui passent par le Conseil de sécurité. Ça signifie le Conseil de sécurité, c'est là le paradoxe des Nations Unies, bien évidemment, qui peut demander à la Cour de se saisir d'une question. Ça s'est produit par exemple pour le Darfour, et en particulier ce sont les États-Unis d'Amérique qui ont marqué surtout le point dans ce domaine. Les États-Unis d'Amérique qui ne sont pas membres de la Cour pénale internationale. C'est là où, vous voyez, qu'on voit un peu cette espèce de, non pas le paradoxe, la confusion des genres qui montre de manière irréversible, me semble-t-il encore aujourd'hui, que la Cour pénale internationale n'obéit qu'à des fondamentaux politiques. Oui. Alors, justement, ce procès qui me semble posséder tous les ingrédients pour répondre à ce que l'avocat français Jacques Vergès qualifiait en 1957 de procès de rupture. Rupture en quoi? Procès de rupture, disons à l'origine. Moi, j'ai fait partie de ceux qui militaient, qui ont milité pour la création de la Cour pénale internationale. C'est-à-dire qu'au fond, on se disait, est-ce qu'il faut, oui, on disait, une institution qui permettrait comment dirais-je, d'empêcher l'impunité dans la plupart de nos pays, en particulier les pays africains, d'empêcher l'impunité et surtout de permettre de lutter contre les pouvoirs autoritaires qui faisaient ce qu'ils voulaient et qui bafouaient tout simplement le droit et condamnaient sur des bases éminemment politiques. Or, voilà, il y a pas longtemps que la Cour pénale est entrée en fonction, tout le monde en est revenu. Tout le monde en est revenu, et j'ai envie de dire qu'aujourd'hui, la communauté juridique internationale n'hésite pas à qualifier la Cour pénale internationale d'organe, certains disent semi-politique, mais d'organe politique. Vous savez très bien qu'au fond, les grandes puissances sont en quelque sorte les garantes d'un certain ordre qui arrange certains régimes, et bien évidemment, ces régimes ont en quelque sorte à leur portée la possibilité d'écarter ou de mettre à l'écart ceux qui pourraient éventuellement les gêner. Et c'est tellement vrai. Je prendrai un seul exemple qui montre le caractère unique un petit peu de cette Cour pénale internationale. C'est Jean-Pierre Bemba, qui est aujourd'hui à La Haye, qui est bien sûr un Congolais de Kinshasa, qui a été candidat et qui avait fait un score extrêmement important, qui était l'adversaire le plus direct de Kabila. Mais il s'est retrouvé aujourd'hui à la Cour pénale, pas pour des raisons qui est propre à ce pays, son pays, le Congo, Kinshasa, mais pour simplement avoir dirigé, semble-t-il, une milice en République centrafricaine.
On l'a condamné pour la République centrafricaine. C'est fort de café. Ça signifie qu'au fond, encore une fois, les grandes puissances ont une clientèle politique dans notre pays, et cette clientèle politique, il faut la protéger, et c'est ce qui s'est passé pour la Côte d'Ivoire. Pour la Côte d'Ivoire, justement, professeur Albert Bourgi, pour les juges de la CPI, l'accusé est un justiciable du droit international pénal. Et justement, partant de ce fait, Laurent Gbagbo aurait engagé sa responsabilité pénale individuelle. Bon, écoutez, mais non, écoutez, je vais vous dire, le dossier à charge de Laurent Gbagbo est vide. Ah oui? Le dossier à charge est vide. Ah oui. L'ancien procureur Morano Ocampo a fabriqué des enquêtes véritablement qui n'en étaient pas, fabriqué des enquêtes, et malheureusement son successeur Fatou Bensouda n'a fait que reprendre le travail de son prédécesseur qui décrédibilisait complètement l'institution. Ah, oui, pour rappel, Laurent Gbagbo est accusé de crimes contre l'humanité perpétrés à Abidjan, de meurtre, viol, actes inhumains. Non mais écoutez, le dossier à charge bien évidemment existe, mais il est fondé sur des choses qui ne sont pas acceptables, qui ne se sont pas produites véritablement. Et ce qui est extraordinaire, c'est qu'il y a eu deux camps. L'autre camp, vous le savez très bien, les chefs de guerre là, qui aujourd'hui d'ailleurs se distinguent par leur complicité, ces chefs de guerre, avec l'ancien régime burkinabé, et bien sûr à la tête duquel il y avait Blaise Compaoré. On le voit très souvent à travers les collusions qui sont aujourd'hui relevées entre le fameux régiment de sécurité présidentielle, le RSP du Burkina de Blaise Compaoré, qui n'était autre qu'une garde prétorienne, et certains éléments, en particulier Guillaume Soro, qui est dans le Burkina a demandé le Burkina a demandé un mandat d'arrêt, a émis un mandat d'arrêt international, et bien sûr ce mandat d'arrêt international a une portée politique puisque il concerne le deuxième personnage de l'État ivoirien, et on a appris encore récemment que le chef d'état-major de l'armée ivoirienne, le général Bakayogo, qui était à l'époque le chef justement de la rébellion qui a été déclenchée en 2002, était lui-même aussi complice de la tentative de déstabilisation du nouveau régime burkinabé. Alors on voit très bien qu'au fond, comme par hasard, les choses se clarifient, et c'est pour ça que je parle d'un dossier à charge uniquement pour un camp et qui épargne l'autre camp complètement, de telle manière d'ailleurs que il y a des chefs de guerre qui ont été, pour lesquels il y a eu des mandats d'arrêt, des mandats de la CPI, mais qui sont aujourd'hui sous scellés. Ils sont aujourd'hui sous scellés. Alors, depuis des années, ils sont là, gardés au chaud, en Côte d'Ivoire, et bien sûr, ils sont partout, ils se promènent, et parfois ils tuent, en tout cas, ils font le travail qu'on leur demande de faire, que le régime ivoirien leur demande de faire. Et de faire, justement, concernant Laurent Gbagbo, pour lui, les enjeux sont vraisemblablement différents. Laurent Gbagbo parle d'une audience politique à saisir. Mais bien sûr, c'est une audience politique Bayoumar. Enfin, Laurent Gbagbo a été déporté par Sarkozy. Il a été déporté par Sarkozy. Il le dit d'ailleurs maintenant de plus en plus ouvertement, en disant écoutez, il a voulu braver l'autorité. C'est pas tellement l'élection en tant que telle ou les résultats de l'élection. Résultats de l'élection qu'on ne connaît pratiquement pas. On ne connaît que les fourchettes, que les pourcentages. Personne n'a eu véritablement les résultats, la totalité, en tout cas, des résultats électoraux. Le représentant du secrétaire général de l'époque, le Sud-Coréen Choi, Gbagbo va même jusqu'à dire, il s'agit là de dire non à une autre forme de colonisation. Bien sûr. Il accuse même la France d'avoir fait le travail. Bien sûr, mais écoutez, il a été déporté par Sarkozy, par le gouvernement français, par Sarkozy, déporté bien sûr à La Haye, comme à l'époque coloniale on déportait, on envoyait en exil tel ou tel opposant, parfois il disparaissait. Là on l'a envoyé comme par hasard dans une cour pénale internationale. Franchement, quand une méthode de ce type existe et à laquelle on accorde une complicité comme celle par exemple de la Cour pénale internationale,
on ne peut que se poser des questions sur cette institution, on ne peut que poser, en tout cas, la question de sa crédibilité. Mais Gbagbo également a une part de responsabilité. Mais attendez, là-dedans, il y a une part de responsabilité. Mais des parts de responsabilité, elles sont partagées. Elles sont partagées et elles sont fondées. Comment dirais-je, les preuves. Elles sont pour la plupart d'entre elles comme ça fondées sur des articles de journaux qui sont bien sûr la propriété d'un seul camp, qui est le camp de Ouattara, etc., etc. Encore une fois, si vous voulez, c'est difficile de dire, parce que bon, je suis un ami de Laurent Gbagbo, et au-delà d'être un ami de Laurent Gbagbo, oui, je l'assume, mais complètement, je l'assume complètement. Je suis certes un ami de Laurent Gbagbo, mais je suis également quelqu'un qui suit la vie politique, et j'ai été avec lui, je le connais, et j'ai une certaine idée de la politique. Je dis tout simplement que les relations entre l'Afrique et la France, très particulière, notamment sous les régimes et de Chirac et de Sarkozy, ces relations étaient complètement dévoyées. Pourquoi ? Mais elles étaient dévoyées parce que tout simplement elles permettaient l'emprise ou la mainmise tout simplement politique, économique, financière et tout de la France sur la plupart de ces États africains. Écoutez, et Laurent Gbagbo justement a dit non à une telle pratique. Vous savez très bien qu'il remettait en cause un certain nombre de ces fameux mécanismes qui ont été mis en place, notamment après les indépendances, à travers les fameux accords de coopération. Vous savez, j'aime bien, il y a une lettre qui avait été adressée par le Premier ministre français de l'époque, au moment des indépendances en 60, c'était Michel Debré. Il l'avait envoyée à Léon Mba, justement pour accompagner les accords de coopération entre les deux pays. Eh bien, c'est pas compliqué. Le Premier ministre Michel Debré disait tout simplement que les accords de coopération sont à prendre puisqu'ils vont ensemble, sont à prendre et ils sont en quelque sorte le complément de l'octroi de l'indépendance par la France. Et, disons, les deux choses vont ensemble. On vous accorde l'indépendance, mais dans le même temps, nous voulons mettre en place un système de coopération qui, bien évidemment, je n'ai pas besoin de vous dire que ce système de coopération de 60, qui a évolué depuis, c'est vrai, incontestablement, il en reste des séquelles, la zone franc. Qui a évolué sans doute, mais qui reste extraordinairement contraignant pour la plupart des États africains. Oui, pour la plupart des États africains. Vous l'avez dit, professeur. Alors, deux visions distinctes finalement. La procureure de la CPI s'installe dans une démarche judiciaire alors que la stratégie de défense s'incruste dans la politique. Comment analysez-vous cette parfaite contradiction? Non mais attendez, Bayoumar, non, ce que vous dites, pardonnez-moi de vous, comment dirais-je, questionner à mon tour. Comment vous pouvez dire qu'elle fait du droit et les autres font de la politique? Moi je dis tout à fait le contraire. C'est que elle ne fait que faire apparaître des semblants de droit, des semblants de judiciaire pour une cause, pour tout au moins une finalité exclusivement politique. Franchement, là-dessus, il faut être très clair. Je veux dire que Bensouda, encore une fois, elle a succédé à l'ancien Ocampo Moreno. Elle a sous sa responsabilité ces fameux scellés, les mandats d'arrêt portés contre les chefs de guerre et qui n'ont jamais été levés, les mandats d'arrêt. Il faut être sérieux. Franchement, il faut sans doute admettre que cette Cour pénale internationale, bien sûr, elle a, encore une fois, je le disais, les apparences d'une institution judiciaire. Il y a le cérémonial, il y a un procureur, il y a un dossier à charge. Mais il se trouve que le dossier à charge est uniquement est unilatéral. Oui, et justement, dans un tel cas de figure, professeur Bourgi, la condamnation de l'accusé s'avérerait inévitable parce qu'elle dépend tout bonnement des juges. Les juges, c'est pas des juges, vous savez, je vous signale quand même, Bayoumar, que le tribunal, la Cour pénale, connaît depuis quelques années des problèmes avec les fameux juges. Il y a eu des démissions de juges qui devaient juger Gbagbo, il y en a qui sont partis.
C'est-à-dire que c'est pas toujours évident. Vous savez, on met en place un dispositif prétendument judiciaire à finalité politique. Et il y a parfois, il se trouve que les pays proposent et l'Assemblée des États parties nomme des juges qui sont véritablement, eux, axés sur le droit et axé en particulier sur le respect de l'indépendance et de la partialité et de l'impartialité de la Cour pénale internationale. Or ils se rendent compte parfois que ce n'est pas le cas et qu'est-ce qu'ils font? Ils démissionnent. Je ne dirais pas qu'il y en a qui sont morts aussi, il y en a un ou deux qui sont morts. Ils ne sont pas morts parce qu'ils ne sont pas admis là, disons-le tout de suite. Mais il y a problème. Cette Cour pénale internationale, elle est aujourd'hui mise en accusation. Elle est aujourd'hui complètement décrédibilisée, et je renvoie vos auditeurs à un ouvrage qui vient de sortir, qui a été écrit par une journaliste du Monde, Stéphanie Maupas, qui était correspondante à La Haye, aux Pays-Bas, du Monde, de ce quotidien, qui n'était pas du tout au départ partisane de Laurent Gbagbo, qui écrivait pour un quotidien qui, dit-on, est indépendant, et elle a été parfois extrêmement sévère. Et aujourd'hui, si vous lisez son ouvrage, vous dites, c'est pas possible. C'est quoi ça? Elle dit elle est décrédibilisée. Que la Cour pénale internationale a un dossier à charge contre Gbagbo qui est complètement vide. C'est pas moi qui le dis, c'est elle qui le dit. Il faut renvoyer vos auditeurs à cet ouvrage. Oui, mais justement, vous avez rendu visite à Laurent Gbagbo. Vous étiez avec Amath Dansokho, le leader du Parti de l'Indépendance et du Travail. Alors, comment l'avez-vous trouvé, finalement? Très bien. Moi, c'était pas la première fois que j'allais le voir. Je l'ai vu à plusieurs reprises avant. Et je suis allé, effectivement, avec Amath Dansokho, qui est un ami de Laurent Gbagbo, qui souhaitait, justement, lui rendre visite. Nous avons passé 4 heures avec lui, sérénité. Il était dans une sérénité. Que vous a-t-il dit? Mais rien, on a parlé de tout et de rien, certainement pas de son cas, des injustices dont il est l'objet finalement dans cette posture dans laquelle il se trouve, l'injustice en tout cas qu'a été son non-voi à La Haye. Je vais vous dire une chose, mon cher ami, c'est que Bayoumar, prenez l'exemple du Kenya. Vous savez très bien que l'actuel président et le vice-président du Kenya étaient censés être traduits devant la Cour pénale internationale. N'eût été leur élection, ils étaient à La Haye. Mais comme ils ont gagné l'élection présidentielle, ils sont là, à place. Ça montre un peu que finalement tout ça a malheureusement un aspect un peu factice et tout simplement il s'agit éventuellement de sanctionner. Désormais on ne tue pas mais on envoie en prison les présidents qui dérangent, les présidents qui dérangent. Vous avez trouvé l'expression qui s'y est. Les présidents qui dérangent, les présidents qui osent dire que la zone franc est une zone comment dirais-je du fort contre le petit, une zone en tout cas qui est à sens unique, du côté bien sûr de l'ancienne puissance coloniale, quelqu'un qui aussi avait à un moment donné soulevé la question des accords de défense entre les deux pays. Enfin bref, je crois que tout le monde savait que c'était pas quelqu'un qui était nécessairement, c'était pas un anti-français, il était même, j'ai envie de dire, mais francophile, mais dans le bon sens du terme. Dans le bon sens du terme, la culture, la prégnance française, francophone, tout ce qu'on veut, mais qui en revanche, politiquement, en tout cas sur le plan politique, souhaitait absolument un affranchissement par rapport. Finalement, que représente ce procès de Laurent Gbagbo? Il représente tout simplement un symbole, véritablement symbole, mais j'ai envie de dire un symbole très fort de la nature des relations internationales. C'est toujours les grandes puissances qui tiennent la barre et les autres qui sont opprimés. Si vraiment la Cour pénale internationale faisait véritablement son travail, comme on le dit, aller en quelque sorte, comment dirais-je, combattre l'impunité, arrêter les crimes contre l'humanité, les crimes de guerre, les crimes de génocide, qui voulaient le faire, il s'attacherait à d'autres conflits. La Tchétchénie n'est pas loin, comment dirais-je, la Palestine n'est pas loin, l'Irak en 2003, combien de dizaines de milliers de morts après l'intervention militaire américaine. Vous voyez, il y avait vraiment des champs d'action pour cette cour, si tenté
qu'on pouvait la considérer comme étant une cour qui bien sûr avait pour mission en quelque sorte de combattre l'impunité. Et j'ajouterai un point, Bayoumar, c'est que cette cour pénale internationale a une compétence complémentaire. C'est-à-dire qu'elle est censée ne pouvoir intervenir que s'il y a une défaillance du système judiciaire national. Alors c'est extraordinaire, parce que ce système judiciaire national ivoirien a jugé beaucoup d'Ivoiriens, mais a jugé que Gbagbo ne pouvait pas être jugé là-bas, on l'envoie. Simplement, je voudrais simplement dire que ces dirigeants ivoiriens qui l'ont envoyé à La Haye, à la CPI, qui l'ont envoyé, qui là où il se trouve aujourd'hui encore, eh bien cela risque peut-être un jour de revoir Laurent Gbagbo, parce que Laurent Gbagbo n'a pas été oublié par les Ivoiriens. On peut en parler comme on veut, tout le monde sait que l'ombre de Gbagbo plane sur la Côte d'Ivoire, et que les Ivoiriens, c'est pas simplement un groupe et autres, c'est une partie de la population ivoirienne, comment dirais-je, une partie de la population ivoirienne, mais comprenant à la fois les communautés du nord, de l'ouest, du sud, c'est-à-dire que sans qu'il y ait nécessairement ces divisions ethniques ou ethnocentriques, comme on dit, souvent on a dit de Gbagbo que c'était un tenant de l'ivoirité, vous vous souvenez, enfin, le tenant de l'ivoirité. Attendez, laissez-moi terminer, le tenant de l'ivoirité, c'est Bédié, c'est l'allié de Ouattara, et aujourd'hui Ouattara est en train de faire en quelque chose de comparable dans l'esprit à l'ivoirité, c'est le rattrapage ethnique, qui est maintenant devenu un dépassement ethnique. Franchement, il faut arrêter. Oui, et justement dans le prolongement. Et finalement, les chambres africaines, seraient-ils la réponse à la CPI? Moi, je pense les chambres africaines, c'est vrai que je ne connais pas très bien le mode de fonctionnement de la chambre africaine qui juge aujourd'hui Habré, mais il vaut mieux juger Habré dans un pays africain par une chambre africaine que de l'envoyer à La Haye, où il est à la merci, malheureusement, du système international, qui est à la merci, donc, des grandes puissances. Il est temps que l'Afrique se prenne en charge, y compris pour juger ceux qui seraient susceptibles d'être condamnés pour des crimes contre l'humanité, des crimes de guerre, des crimes de génocide. On peut très bien imaginer aussi des cours régionales. Des cours régionales, à défaut d'une cour africaine. Moi, je pense qu'il vaut mieux des cours régionales qui, elles, auraient pour mission précisément de traquer ce type de dérive et notamment d'avoir la capacité et le pouvoir précisément de se substituer aux justices nationales défaillantes et de juger donc lorsqu'on se trouve devant des situations comme je viens de l'évoquer. Est-il venu l'heure de revoir nos modes de collaboration avec l'Occident? Écoutez, je crois que moi je dis pas l'Occident en tant que tel, l'Occident contre l'Orient, contre l'Afrique, je crois incontestablement que l'Afrique doit se prendre en main et ne pas se contenter des incantations que l'on entend parfois à l'Union africaine, à Addis Abeba, etc. Il faut se prendre en charge, il faut montrer finalement que cette Afrique a les moyens de se prendre en charge précisément. Mais comment le dire dès l'instant que justement le continent connaît tellement de crises, de bouleversements, du nord au sud, de l'est à l'ouest, mais qui finalement, pour trancher, l'Union africaine est-elle capable de prendre en charge ce type de conflit? Elle a montré qu'elle n'était pas capable à ce jour, mais on peut très bien imaginer qu'à un moment ou à un autre, elle le soit et qu'elle prenne ou qu'elle ait l'audace en tout cas de prendre des décisions de ce type. Je voudrais simplement dire que la Cour pénale internationale aujourd'hui est clouée au pilori par beaucoup d'États africains. Je ne sais pas, vous avez entendu comme moi qu'il y a des chefs d'État en fonction ou ex-chefs d'État qui demandent la libération de Gbagbo. Ce qui m'a frappé, c'est de retrouver, par exemple pour le Ghana, c'est un pays voisin de la Côte d'Ivoire, un grand pays, à la fois coup fort d'un parti, disons, de droite, et de l'autre côté, Rawlings. Ça signifie que, vous savez, je pense que aujourd'hui on se rend bien compte que, franchement, que Gbagbo est victime de cette arrogance de l'ancienne puissance coloniale, surtout cette ancienne puissance coloniale incarnée par Sarkozy. Sarkozy a voulu jeter aux Orphées, comme on dit, Gbagbo. Il a réussi, mais je ne sais pas trop s'il pourra continuer toujours à brandir cette espèce de trophée à ses yeux, en tout cas, qu'a été la déportation de Gbagbo. La déportation de Gbagbo, finalement, professeur Bourgi, les accords, tout est parti des accords de Marcoussis, mais avant Marcoussis, il y avait ceux de Pretoria. Faudrait-il finalement miser sur les accords
ou véritablement développer la médiation interne? Mais écoutez, les accords, je veux dire, vous avez raison de renvoyer Marcoussis n'étaient pas des accords internes. Marcoussis, c'était une négociation à sens unique, dirigée par la France, à l'époque, Chirac, de Villepin, où il était question tout simplement de mettre sous le boisseau le pouvoir de Laurent Gbagbo. Hein. D'en faire, je crois que c'est un journal, et le journaliste qui a écrit ça n'était certainement pas quelqu'un qui appréciait Gbagbo, en faire la reine d'Angleterre ou le roi d'Angleterre. Donc, vous voyez, le dépouiller complètement de toutes ces prérogatives prévues par la Constitution. Mais par contre, il y a eu les accords de Pretoria qui ont été conclus sous l'égide de Thabo Mbeki. Et c'est d'ailleurs de ces accords de Pretoria qu'est sortie la possibilité pour tous les signataires de Marcoussis, donc, d'être candidats à l'élection présidentielle qui a eu lieu en 2010. C'était une élection présidentielle totalement ouverte, où on a assisté quand même à une alliance entre la carpe et le lapin. Je ne sais pas qui est la carpe, Bédier, et le lapin, Ouattara, mais toujours est-il que la carpe, c'est-à-dire Bédier, voulait phagocyter, Ouattara. Oui, alors finalement, ce procès est en cours, c'est ouvert depuis le jeudi, nous sommes dimanche aujourd'hui. Quelle issue? Écoutez, moi je pense que il va y avoir, ça va bouger parce que beaucoup, pas simplement en Afrique, mais ailleurs qu'en Afrique, se posent de plus en plus de questions sur ces pays, et en particulier le procès de Gbagbo sera, me semble-t-il, le révélateur des turpitudes de cette institution dite judiciaire. Sera véritablement le révélateur, et me semble-t-il qu'il y aura un avant et un après procès Gbagbo. Ah oui? Je suis convaincu, parce que peut-être il y a des juges qui sont pas les mêmes, qui peuvent à ce moment-là rejeter les actes d'accusation qui sont paraît-il, d'une grande légèreté, d'après les observateurs, rejeter ces actes d'accusation et peut-être prendre en compte, si vous voulez, les accusations portées à tort contre Laurent Gbagbo et qui en quelque sorte, qui l'ont amené, bien sûr, à la CPI, dans des conditions invraisemblables, et qu'ils le maintiennent depuis pratiquement 5 ans. Je voudrais simplement vous dire que, vous savez, pour dire à tel point les enquêtes étaient farfelues. On a projeté, lors du procès l'année dernière, il y a un peu plus d'un an et demi, on avait projeté donc des films démontrant comment les partisans de Gbagbo, etc. Il s'est révélé que c'était un film qui relatait les événements du Kenya. Alors ça vous donne une idée, c'est pas sérieux. Il fallait envoyer Gbagbo à La Haye pour permettre à Ouattara de gouverner. Il a gouverné, sans doute, il inaugure régulièrement des supermarchés pour montrer que tout va bien à Abidjan. Je ne crois pas du tout qu'il soit en mesure aujourd'hui de satisfaire, en tout cas, toutes les ambitions des Ivoiriens et dans leur totalité, en tout cas. Oui, et encore en conclusion, un procès de rupture, dit-on, 2016, sera-t-il l'épilogue justement de cette longue épopée judiciaire? Non, je suis convaincu qu'il sera acquitté. Ah oui? Je suis convaincu que Laurent Gbagbo... Au bout, Laurent Gbagbo sera acquitté? Il sera acquitté et il va recouvrer sa liberté. Pourquoi dites-vous cela? Mais comme ça. C'est l'ami qui parle ou l'analyste? Mais les deux, je suis l'ami, mais je peux être un ami, un analyste. Je peux être un chercheur tout en étant un ami de Laurent Gbagbo, qui lui-même, il faut jamais l'oublier, était un universitaire. Hein. Donc je suis convaincu parce que, vous savez, dans cette cour pénale internationale, et notamment la Chambre qui elle-même qui va juger Gbagbo, il y a eu un renouvellement justement des juges, et peut-être que viendront des juges plus regardants sur l'impartialité de la Cour pénale internationale, plus regardants sur la transparence véritablement du procès, plus regardants aussi sur comment dirais-je la tolérance, en tout cas en ce qui concerne notamment les preuves qui ont été produites par les deux parties. Jusqu'à maintenant, c'était uniquement les preuves produites par la partie hostile à Gbagbo. Il semble qu'il y en ait beaucoup.
il y a une avocate ivoirienne il y a eu je crois une information là-dessus qui est porteuse de 1500 comment dirais-je témoignages directs de gens qui ont été frappés dans leur chair, dont beaucoup ont perdu leurs parents. Je disais tout à l'heure qu'il y a eu en 2011, avant l'attaque contre la résidence de Gbagbo, il y a eu, je le disais tout à l'heure, des milliers de morts dans l'Ouest. Et ces tueries avaient eu lieu sous le regard de Soro. Ça montre bien qui est ce personnage. Là, enfin, il est à découvert. Guillaume Soro, je ne suis pas sûr qu'il dort tranquille actuellement. Il dort tranquillement. Il doit sans doute faire des cauchemars parce que ce qu'il a fait en Côte d'Ivoire, il a voulu le faire aussi au Burkina Faso. Et je crois que c'était peut-être le coup de trop pour lui. Le coup de trop pour lui. Cette affaire Gbagbo, procès en cours. Sen Radio suit justement les minutes de ce procès et vous tiendra informé. Professeur Albert Bougie, merci en tout cas d'être revenu sur ce procès qui est en cours, mais de nous parler de l'homme Gbagbo, mais des enjeux qui entourent ce procès. On y reviendra certainement. Merci d'avoir été avec nous. Merci d'avoir donné l'occasion de m'exprimer sur cette affaire qui concerne certains amis, mais qui me paraît être un cas extrêmement important pour l'Afrique en général et pour le respect par les autres partenaires de cette Afrique qui bien souvent se cherche. Il est en mouvement. Et que l'Afrique est en mouvement, mais elle se cherche. Et il faudrait qu'à un moment ou à un autre, qu'elle arrête de se chercher et qu'elle apparaisse clairement, en tout cas qu'elle soit en mesure aujourd'hui de changer complètement la donne ou les donnes, tout simplement sur le plan international. Merci beaucoup, professeur Albert Bougie. Mesdames, messieurs, c'en est tout. Merci de nous avoir suivis. Excellente suite de programme sur la 98.5. mbow yu may mbow sa kaw doon sa lapataake ba benn xalaat politicien bu bandu la saña attaqué man sama yéene mooy baa doole bi ma nekkal ko gémmiñam noppam ak bëtam saa su ne may faacee mbébétam dak mimétisme andi civisme heurte sa conscience ngir nga mën a demee ci bon sens man sama yéene mooy sama rap doon li jëlee ba peuple bi si ñoonu ñàkk tàggat ko ba mu mën a dundee si li mu ñàkk wan ko nu muy jëfee ba benn marchand d'illusion du ko mën a bluffé